Public Sénat. Voilà, après les questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat, eh bien nous refaisons maintenant la séance avec différents invités pour traiter avec eux de ces questions d'actualité. Tout d'abord, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En face de vous, Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines. Bonjour et merci à vous aussi d'être là. On va parler de la conférence sociale ouverte ce matin à Paris par le président de la République. Gérard Larcher, tout d'abord, vous qui avez été ministre du Travail, sur la forme, est-ce que vous approuvez la méthode? Finalement, jamais les partenaires sociaux n'ont autant été associés. C'est pas tout à fait exact. En fait, c'est l'application de la loi de janvier 2007, un texte que je connais bien parce que je l'avais défendu. C'est ce texte qui prévoit l'agenda social. Et je crois que tout ce qui relève du dialogue social est positif. Donc sur la méthode, je ne peux que partager, car c'est vraiment la démarche qui me semble, j'allais dire, la bonne démarche. Mais après, c'est le contenu et le résultat. Alors, on va détailler. Mais c'est vrai que il y a quand même des questions qui se posent, Pierre Laurent, autour du tempo. Est-ce que cette méthode n'est pas un peu trop longue? Il y a d'abord un rapport, après il y a la période de la concertation, puis finalement les décisions qui sont prises par le gouvernement. Est-ce que finalement, face à l'urgence de la crise, il ne faudrait pas aller un peu plus vite? Il faudrait aller plus vite sur un certain nombre de questions, mais en l'occurrence, c'est pas la méthode de la conférence sociale. Enfin, c'est pas le fait qu'elle soit trop longue qui soit en cause. Au contraire, on a été très vite sur des réformes très importantes et malheureusement, de mon point de vue, très mauvaises, comme l'accord national interprofessionnel qui a été signé dans la foulée de la précédente conférence sociale. Et là, on s'apprête à préparer une réforme sur les retraites. On nous dit que la consultation va durer uniquement cet été pour aller vers un projet de loi en septembre. C'est évidemment pas une bonne période pour mener une concertation sociale vraiment ouverte. Donc on est plutôt dans un timing à géométrie variable. On va lentement, trop lentement sur des sujets où il faudrait aller vite et on va trop vite. Vous pensez à quoi par exemple? Par exemple, il faudrait, en matière d'emploi, prendre des mesures importantes pour juguler les procédures de licenciement, les licenciements boursiers, alors qu'on les facilite au contraire, notamment avec l'ANI. Et au contraire, on va très vite vers des mesures qui sont très inquiétantes pour le monde salarié. Donc on est dans les deux cas à côté de ce qu'attend le monde du travail. Gérard Larcher. Vous savez, le sujet numéro 1, c'est l'emploi. La croissance du chômage, en une année, c'est 360 000 chômeurs de plus, 200 000 chômeurs de longue durée, près de 27% des jeunes au chômage. Et parler emploi sans parler compétitivité, c'est ne rien faire. Et donc le sujet numéro 1, c'est l'emploi. C'est le sujet de la compétitivité, ça doit être la priorité sur la table. Bien sûr, réforme des retraites, bien sûr, réforme de la formation professionnelle. Ouais. Mais le vrai sujet, le sujet central, celui qui préoccupe nos concitoyens, c'est l'emploi. Il y a eu une annonce ce matin par le président de la République. C'est un plan pour résorber les stocks d'emploi, les petites annonces qui ne sont pas pourvues à Pôle emploi. On n'a pas vraiment de chiffres d'ailleurs sur ces offres qui ne sont pas pourvues. On parle de 100 000 à 300 000 postes non pourvus. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'était entre 300 000 et 500 000. Et c'est un sujet sur lequel tous les gouvernements ont tenté d'apporter les réponses. Le vrai sujet, c'est le sujet de la formation professionnelle. Est-ce que nous donnons à nos demandeurs d'emploi? Mais non. Aujourd'hui, 10% des demandeurs d'emploi reçoivent une formation professionnelle. On sait qu'il faut au moins atteindre 30%. J'ai fait un rapport à ce sujet au début de l'année 2012. Pour ça, il faut mobiliser 1 milliard d'euros si nous voulons répondre à ce sujet. Voilà un sujet qui doit être un sujet de la conférence sociale. Mais il y aura d'ici à la fin de l'année une loi sur la formation professionnelle. Les fonds de la formation professionnelle, ils existent, mais on sait qu'ils sont utilisés à tort et à travers par une multitude d'organismes privés qui font tout sauf de la véritable formation professionnelle. Donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et on devrait effectivement donner davantage de droits aux salariés en matière de formation professionnelle. Mais pour revenir au problème de l'emploi, notre désaccord, il est fondamental avec M. Larcher. C'est qu'il nous dit le seul problème, c'est la compétitivité. Mais en vérité, on ne parle que de ça depuis tout le temps. On prend toutes les mesures au nom de ça. On vient de faire l'ANI au nom de ça. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait? On tire vers le bas les garanties sociales, on tire vers le bas le coût du travail, mais on dégrade l'appareil productif et on dégrade sa capacité à créer de l'emploi. Donc si on voulait parler emploi, il faudrait parler politique industrielle,
Il faudrait parler utilisation des richesses qui existent dans les entreprises et qui sont très importantes. Il faudrait remettre à plat les 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises qui ont été soi-disant accordés au nom de l'emploi et qui ne sont pas utilisés en faveur de l'emploi, mais qui sont utilisés pour nourrir les stratégies de rentabilité. Il y aurait beaucoup de choses à mettre à plat. Et dans la conférence sociale, ce que j'ai entendu du président de la République, pour le moment, c'est des mesures cosmétiques par rapport à l'ampleur du problème posé. Alors là, vous allez sans doute vous retrouver sur ce point. Mesures cosmétiques, vous aussi, vous trouvez en faveur de l'emploi Non, de la je part ne dis du pas mesures gouvernement? cosmétiques, mais je vais prendre l'exemple des questions d'actualité. Notre collègue du Finistère, Philippe Paul, vient d'illustrer parfaitement la perte de compétitivité des entreprises dans l'agroalimentaire dans le Finistère. Eh bien, cette réalité-là, il faut y apporter une réponse. Ça n'est pas la dégradation des conditions de travail, c'est la réalité. Nous ne sommes pas dans un monde fermé. Dans ce monde qui est ouvert, il faut que les entreprises françaises soient compétitives. Si elles ne sont pas compétitives, et la compétition, ça n'est pas que la question du coût du travail, c'est la question de l'accès au financement, c'est le niveau de la formation professionnelle. Tout ça, c'est très important. Et cette réalité-là, si le gouvernement n'apporte pas de réponse, alors, j'allais dire, il ne suffira pas d'emplois aidés. Il ne suffira pas d'emplois aidés pour inverser la courbe du chômage. Et le chômage, c'est la première plaie qui préoccupe nos concitoyens et celle qui nuit à la cohésion sociale de notre pays. Non, mais le problème de l'agroalimentaire, pour prendre cet exemple-là, n'est pas un problème de compétitivité au sens où le dit Monsieur Larcher, c'est-à-dire parce que derrière discours, ce sont les Écossais, les Norvégiens derrière ce discours, il y a toujours l'idée qu'il y a trop d'emplois, qui sont trop payés, etc. Or, dans l'agroalimentaire, on a des salariés qui sont qualifiés et qui sont très mal payés. Et c'est un des problèmes de la filière agroalimentaire. Et l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de solidarité dans les filières agroalimentaires françaises entre le monde de la production agricole, le monde de l'agroalimentaire et le monde de la distribution. Et donc on déréglemente tout et maintenant on veut même nous faire aller vers un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne qui dévasterait et notre agriculture et nos filières agroalimentaires. C'est de ces sujets-là dont il faut parler, de la cohérence de notre politique en matière d'emploi et arrêter avec ce sempiternel discours sur la compétitivité qui vise toujours un seul et même objectif, tirer le coût du travail, c'est-à-dire les salaires vers le bas, ce qui dégrade la qualité de nos industries au lieu de la renforcer. Mais nier que nous sommes dans un monde ouvert, c'est nier la réalité. Mais je ne nie pas que nous sommes dans un monde ouvert, Monsieur Larcher. J'allais dire perdre notre industrie automobile au nom de ce genre de discours. Bien sûr que nul n'est contre la qualité du travail, contre des salaires décents. Mais j'allais dire, aujourd'hui, ce qui se passe dans les pays qui produisent et qui réussissent, c'est qu'au fond, ils n'ont pas opposé compétitivité, amélioration des conditions de travail et amélioration des salaires. Regardez les salaires en Allemagne, ils vont croître aujourd'hui, les nôtres stagnent. Pierre Laurent, François Hollande n'a pas annoncé ce matin l'élargissement des contrats aidés au secteur privé, enfin à de nouveaux secteurs privés. Est-ce que vous le regrettez? Mais l'avenir de l'emploi, c'est pas la multiplication des contrats aidés. Je l'ai dit, il y a au total, quand on met bout à bout l'ensemble des dispositifs existants, non mais l'ensemble des dispositifs existants, il y a 200 milliards d'aides publiques à l'emploi. Faisons un bilan de ces aides, de ces exonérations de cotisations sociales, de toutes ces aides qui finalement ne fortifient pas l'emploi. Donc si on voulait créer vite de l'emploi, il faudrait par exemple, plutôt que de faire des contrats d'avenir qui sont encore plus précaires que les emplois jeunes qui avaient existé et qui au moins duraient 5 ans, il faudrait au contraire mettre le pied à l'étrier des jeunes dans des formations et des emplois qui se pérennisent dans des contrats à durée indéterminée. Il faudrait annoncer des mesures qui favorisent le recours aux contrats à durée indéterminée. Il faudrait taxer le recours excessif aux contrats précaires dans les entreprises. Et pour le moment, on fait exactement l'inverse. Pour l'instant, Pierre Laurent, que le gouvernement semble aller dans cette direction. Il ne prend pas de mesures pour aller dans le sens inverse. C'est ça le problème. Je veux dire, nous avons une réalité en France. 26% de jeunes au chômage, 2,5 fois le taux de moyen de chômage national. Et ça n'a pas commencé il y a 1 an. En Allemagne, moins de 8% des jeunes au chômage. Il faut se poser la question, ce n'est pas dans des réponses comme celle que propose M. Laurent, la réussite de la formation professionnelle, de l'alternance. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'avoir depuis 30 ans 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, sans qualification? Voilà des vrais sujets qui devraient nous rapprocher les uns et les autres. Ensuite, on peut avoir des conceptions économiques différentes. Le vrai sujet
d'une conférence sociale aujourd'hui, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Gérard Larcher, vous avez déjà participé plusieurs fois à des conférences sociales comme ça. Comment vous sentez l'état d'esprit des participants? Vous qui connaissez bien les milieux syndicaux et patronaux aussi. Je pense que la conférence sociale, l'agenda social est partagé par nombre des partenaires sociaux, qu'ils représentent les salariés ou les entreprises. Et moi, je ne partage pas le jugement de M. Laurent sur les résultats de l'accord national interprofessionnel. Ce n'était pas la révolution, mais en même temps, c'est un bon accord. Et je crois que ce qui naît de ce dialogue est quelque chose de positif. Nous ne pouvons pas continuer dans ce pays à n'avoir qu'un système où on s'oppose les uns aux autres. Réfléchissons à ce qu'ont fait un certain nombre de pays. Et je vais prendre l'exemple des Néerlandais qui, depuis des années, font naître du dialogue, j'allais dire une véritable réussite économique et une véritable réussite sociale. Merci Gérard Larcher, je crois que vous êtes un peu pressé et que vous devez nous quitter. Merci d'être venu sur notre plateau. Pierre Laurent, vous avez peut-être envie de répondre sur ce point et sur l'état d'esprit des partis. Le climat social est quand même très tendu. Mais le climat, il est marqué par l'inquiétude et l'insatisfaction sur le fait que le changement de gouvernement n'a pas produit les ruptures attendues par le monde salarié qui avait beaucoup contribué au changement politique en mai dernier. Donc ces mesures sont toujours attendues. J'ai entendu des syndicats, et je les comprends, qui regrettent par exemple que la question des salaires soit exclue du débat sur la conférence sociale. Et en matière d'emploi, je crois qu'on ne va pas assez loin. Quand j'entends M. Larcher dire que l'ANI est une bonne chose, parlez-en aux salariés de Michelin qui vont se voir appliquer les dispositifs de l'ANI, par exemple. Quand Michelin leur proposera 2 emplois de mobilité forcés, au bout du refus de la deuxième offre, c'est le licenciement. Voilà le résultat de l'accord national interprofessionnel. Donc c'est pas ça qui est de nature pour le moment à rassurer les salariés. Merci Pierre Laurent. Michelin, on en parlera tout à l'heure avec Marie-France Beaufils qui a interpellé le gouvernement sur ce point-là tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Merci d'être venu sur notre plateau. On va parler maintenant de l'exception culturelle avec Roland Ries, le sénateur maire de Strasbourg. Mais avant, on va écouter la réponse que vous a faite dans l'hémicycle au Sénat cet après-midi Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, justement sur ces négociations en ce moment entre les États-Unis et l'Europe. On l'écoute. C'est une grande victoire. C'est une victoire non seulement pour la France, mais pour la diversité culturelle en Europe. Et nous n'étions pas seuls, monsieur le sénateur, vous l'avez dit, la voix du Parlement européen, son vote à une écrasante majorité en faveur de l'exception culturelle a été déterminant. De même que la position du Parlement français, qui a adopté notamment à l'Assemblée nationale la semaine dernière à l'unanimité une résolution défendant l'exception culturelle. Nous avions aussi le soutien de nombreux artistes, de ministres de la culture d'une quinzaine de pays européens, d'artistes, de cinéastes, de professionnels de la musique de l'ensemble des pays européens. Donc nous avons mené et gagné une belle victoire en faveur de la diversité culturelle. Nous continuerons ce combat contre cette volonté de la Commission européenne de détricoter ce qui fonctionne. Et la communication cinéma est un exemple de ce qui nous inquiète. Aujourd'hui, les États comme les régions doivent pouvoir continuer à investir dans le cinéma et pour cela, il faut qu'on conserve des règles de territorialisation de ces aides qui soient évidemment compatibles avec le marché intérieur, mais qui ne remettent pas en cause la possibilité pour les États comme pour les collectivités locales de soutenir, d'investir dans le cinéma. C'est un enjeu majeur et c'est pourquoi, avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Autriche, j'ai demandé à la Commission de revenir sur la date butoir du 28 juin pour rendre son texte sur la communication cinéma. Voilà, c'était donc Aurélie Filippetti dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Elle répondait à votre question. Roland Ries, est-ce que la France est finalement le dernier village gaulois de l'exception culturelle dans le monde? Non, pas du tout. La preuve, c'est que nous avons réussi à convaincre nos partenaires européens de rejoindre cette position et de déclarer avec nous que la culture, les œuvres de l'esprit ne sont pas un produit comme les autres. Pas un produit économique comme les autres. C'est pas un produit économique soumis aux lois du marché comme n'importe quelle autre production industrielle. Donc je crois que cet aspect me paraît extrêmement important. C'est un combat ancien qui a été relayé au Parlement national, au Parlement européen, à l'UNESCO, dans toutes sortes d'instances, on a bien considéré qu'on ne pouvait pas mettre la production culturelle et artistique sur le même plan que n'importe quelle autre production. Mais un combat réactionnaire, a dit cette semaine M. Barroso, le président de la Commission européenne. Qu'en pensez-vous, Philippe Marini? Pour moi, la Commission européenne, c'est un secrétariat de l'Union européenne et pas un gouvernement.
Donc il doit se taire. Je Donc, il doit se suis... taire, c'est non, ça non, non. Il doit faire ce qu'on lui dit. Il donc exécute il devait se taire, un mandat. alors. Un mandat. Oui. Et il n'a pas à s'exprimer comme il l'a fait, ce qui est très léger, ce qui est de mauvais goût et ce qui montre bien la tentation américanophile qui est très souvent celle de nos partenaires en Europe. Sachant que l'Europe que nous voyons, nous, Français, une Europe puissance, une Europe avec son contenu culturel, ce n'est pas nécessairement partagé par un certain nombre, notamment des petits États qui nous entourent. Donc vous soutenez, vous, en tout cas, le combat du gouvernement français pour cette exception culturelle? Eh bien, moi, je soutiens la diversité culturelle. J'estime que le monde mérite mieux qu'un seul leadership, une seule culture, les mêmes chansons partout et les mêmes séries télévisées. C'est une question de nature de l'homme et c'est une question de prise en charge de notre réalité à nous, Européens, et à nous, Français. Nous sommes Français, nous incarnons quelque chose. La culture, c'est, selon la formule bien connue, ce qu'on reste quand on a tout oublié. C'est notre personnalité qu'il s'agit de mettre en valeur et d'abord de respecter. Alors, Roland Ries, il y a une première victoire de la France avec la sortie de l'exception culturelle de ces négociations en ce moment, mais il y aura sans doute d'autres offensives. Il y a d'autres offensives en ce moment même. D'ailleurs, Madame la ministre l'a rappelé, notamment sur l'audiovisuel et le cinéma. Il y a aujourd'hui une remise en cause des aides que les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, peuvent apporter à la production cinématographique, par exemple. Donc je pense que c'est très grave et je partage ce que vient de dire mon collègue Marini. On a là-dessus, me semble-t-il, un très large consensus. Il existe également au Parlement européen de Strasbourg. La production culturelle, les œuvres de l'esprit ne constituent pas une production comme les autres. Il faut effectivement que M. Barroso accepte cela. Le deuxième élément que je partage également, M. Barroso est sorti des clous. On ne peut pas dire les choses autrement. Son mandat ne lui permet pas de contrer la représentation démocratique de l'Union européenne qui est au Parlement. Et ce n'est pas son rôle de le faire. Alors sans aller peut-être jusqu'à en faire un secrétaire, je pense qu'il est en dehors de sa fonction, en dehors de son mandat. Et donc, il est en dehors des traités que la Commission européenne est justement chargée de défendre. À tous les deux, comme vous êtes quand même des politiques de terrain, fin connaisseurs de la vie politique française, et des maires surtout, effectivement, j'avais envie de vous poser une question autour de la législative partielle de ce week-end. Est-ce que vous attendez un score élevé dans l'ancienne circonscription de Jérôme Cahuzac? Philippe Marini, est-ce que vous avez peur d'un score élevé du Front National dimanche? Écoutez, nous voyons que dans la période actuelle, un très grand nombre de personnes sont tentées de s'exprimer en dehors du système. Et vous faites allusion à qui? Ça me paraît bien évident, tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Un gouvernement qui gère des contraintes difficiles, c'était le nôtre, c'est le leur maintenant, est un gouvernement qui donne le sentiment d'appliquer toujours la même politique, selon les mêmes analyses, pour les mêmes et au détriment des mêmes. Et c'est ainsi que les choses sont ressenties par une grande partie de nos concitoyens qui, de ce fait, s'expriment hors du système. À mon avis, c'est cela qui nous interpelle. Alors comment on fait re-rentrer ces citoyens dans le système, ou en tout cas leur donner l'impression qu'ils à mon avis, font ça va partie de se ce traiter système au moment des élections européennes de 2014. Car ces élections, il faudra les aborder avec une idée beaucoup plus précise de ce que nous voulons être l'Europe et une idée beaucoup plus précise du rôle que nous voulons y jouer, du poids que nous voulons y avoir. Et le débat de tout à l'heure sur l'exception culturelle, il n'est pas finalement complètement en dehors de ce problème politique général que nous rencontrons. L'Europe qui échappe concrètement à beaucoup de nos citoyens qui n'y comprennent pas grand-chose. Roland Ries, vous qui êtes maire de Strasbourg, le Parlement européen à Strasbourg. Justement, ce que j'appelle l'Europe de Strasbourg, c'est pas tout à fait l'Europe de Bruxelles ni l'Europe de Luxembourg. C'est une Europe des citoyens. Je crois que ce qui manque aujourd'hui véritablement à l'Europe, à la construction, c'est la participation des citoyens européens à cette construction.
ça manque. Chaque fois qu'on fait un référendum, enfin le plus souvent, la réponse c'est non. On ne sait même pas quelle est la question. La question est seconde par rapport au nom qui est affiché et qui ne correspond pas nécessairement à la question. Donc si on n'associe pas les citoyens à la construction européenne, on aura des déboires et l'Europe risque de se retrouver, comme elle l'est partiellement aujourd'hui, dans une impasse. Donc l'Europe de Strasbourg, c'est l'Europe des citoyens, l'Europe des droits de l'homme et l'Europe de la démocratie. Et justement, les élections européennes risquent de réveiller ce sentiment anti-européen qui est très présent dans la société française comme dans beaucoup d'autres pays européens. Il ne faut pas imaginer... On les a vus avec les élections récentes dans beaucoup d'autres pays européens, Philippe Marini. Certes, notre situation n'est pas isolée par rapport à celle des autres pays. Il n'y a pas longtemps, nous entendions au sein du groupe UMP Joseph Daul, le président du PPE, et qui nous parlait des élections du groupe PPE, Parti populaire européen, à l'Assemblée de Strasbourg, l'un des deux grands groupes, l'Assemblée de Strasbourg. Nous lui demandions de nous parler de ce que sera le Parlement de Strasbourg après les élections européennes. Et il nous disait, à mon avis, il y aura de l'ordre de 30% de députés qui auront une approche eurosceptique. Eurosceptique. C'est une réalité qui existe dans chacun de nos États. On ne peut pas seulement répondre à cela par des mots, par des bonnes intentions. La France est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne. Elle ne doit pas, à mon avis, hésiter d'aller à la crise si ses intérêts ne sont pas respectés. Qu'est-ce que vous appelez aller à la crise? Eh bien, aller à la crise, c'est poser son veto. C'est arrêter avec tous les compromis diplomatiques, toutes les petites compromissions que l'on acceptera. Je prends un exemple. Pourquoi diable avons-nous accepté de renflouer l'Irlande sans obliger l'Irlande à remonter son taux d'impôt sur les sociétés? Parce qu'on nous a dit qu'il y aurait panique sur les marchés financiers. Oui, peut-être, mais peut-être aussi une attitude française partagée par quelques autres et qui aurait évité ce scandale que l'on voit aujourd'hui prospérer avec la répartition inadmissible des résultats d'un grand nombre d'entreprises multinationales. Peut-être que si l'on avait fait cela, que si l'on avait vraiment menacé de la crise, du clash, des conséquences, peut-être que les évolutions auraient été plus favorables. Et en tout cas, je suis sûr que nos concitoyens, eux, auraient compris quelque chose au débat. Vous êtes pour cette théorie, vous, Roland Ries, il faut aller au clash? Il faut faire du forcing? Je ne pense pas qu'il faille aller nécessairement au clash, mais il faut effectivement affirmer fortement des positions. Cela a été fait sur l'exception culturelle dont on parlait tout à l'heure et on l'a fait... Il faut continuer sur cette voie-là, en tout cas. Il faut continuer sur l'affirmation d'un certain nombre de principes et surtout, ne pas laisser la décision politique à la technocratie. C'est les politiques, et notamment ceux qui sont élus par le peuple, ceux qui représentent le peuple européen dans sa diversité, qui doivent avoir le dernier mot, et non pas les spécialistes vrais ou autoproclamés de telle ou telle question. Merci Roland Ries d'être venu sur notre plateau. Marie-France Beaufils, sénatrice d'Indre-et-Loire, communiste, va venir vous prendre votre place. Philippe Marini, juste une petite question sur les niches fiscales. Dans une interview ce matin dans la presse, vous avez dit qu'il faut supprimer toutes les niches fiscales. Ça reviendrait finalement à augmenter les impôts. Alors, non, cela élargirait l'assiette des impôts. Ensuite, on émettre des taux. On peut élargir l'assiette, abaisser les taux et percevoir le même montant d'impôts. On peut aussi trouver tous les compromis nécessaires avec moins d'extension d'assiette, moins de baisse des taux. Moi, ce que je veux dire, c'est que notre système fiscal, il est à bout de souffle, il est inégalitaire, il est d'une complexité complètement illisible, il a été façonné par des décennies d'intérêts particuliers qui sont montés à l'assaut de l'État. Et ça fait aussi des décennies qu'on le dit, mais rien ne se passe. Eh bien, peut-être faut-il attendre d'être dans une situation extrêmement difficile, prise à la gorge, incapable de tenir nos engagements, l'engagement de notre signature vis-à-vis des investisseurs qui nous financent. Peut-être faut-il attendre d'être au bord du précipice pour se poser la question si l'on ne devrait pas raisonner autrement, plutôt qu'à chaque fois donner un peu à l'un, donner un peu à l'autre, contenter tous ceux qui viennent au guichet et perdre de vue complètement l'intérêt général.
Philippe Marini, Marie-France Beaufils nous a rejoint sur le plateau. Vous avez interpellé tout à l'heure le gouvernement sur la fermeture de l'usine Michelin de Joué-les-Tours, qui est sur votre territoire. Est-ce que vous avez été, Marie-France Beaufils, déçue de l'attitude du gouvernement dans ce dossier? Bien, écoutez, Monsieur Sénard, qui est le PDG du groupe, dit qu'il est allé voir les ministères pour faire part de son projet et qu'il considère donc que ce n'est pas une surprise. Or, nous, élus locaux, aussi bien que les salariés de l'entreprise, n'avions pas connaissance de ce projet. Le gouvernement l'était, mais pas vous sur le territoire. Alors ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose qui me semble plus importante, c'est qu'on est dans une entreprise quand même qui historiquement est implantée depuis les années 50 en Indre-et-Loire. 930 salariés après avoir eu plus de 4000 salariés sur le site. Vous voyez que les plans sociaux, les salariés en ont vécu de nombreux, que les plans sociaux ont aussi concerné un autre département qui est celui de la Vienne, et que des salariés qui sont aujourd'hui sur Joué-les-Tours ont vécu le dernier plan social qui fait que chaque jour, ils font les 70 km qui les séparent de Châtellerault à Joué-les-Tours. Donc, vous voyez, il y a donc une réaction très vive et très dure des salariés qui disent cette entreprise à qui on a tout donné aujourd'hui, elle nous dit eh bien on n'a plus besoin de vous. Sauf que dans le même temps, Michelin a annoncé d'autres investissements en France sur d'autres sites, mais pas à Joué-les-Tours. Oui, mais les investissements sur les autres sites étaient déjà des investissements qui étaient programmés, connus des salariés, et c'est pas les 170 salariés qui vont être embauchés à La Roche-sur-Yon qui vont compenser la perte des 730 emplois. D'autant que parallèlement, il y a une importante masse d'investissements qui vont se faire dans les pays dits émergents et sur lesquels, enfin, de marché émergent en ce qui concerne le pneumatique, mais qui va être beaucoup plus important puisqu'on est sur 6 milliards sur 3 ans. Alors que là, on est sur 800 millions sur 6 années en France. Donc, on n'est pas du tout dans cette même démarche. Or, l'entreprise est une entreprise qui réalise des bénéfices, qui a rémunéré ses actionnaires de façon très importante et très supérieure à ce qu'il faisait les années précédentes. Et Michelin s'engage à réorienter ses salariés vers d'autres sites de production en France. Oui, est-ce que vous croyez à cette promesse? On imagine combien c'est difficile pour des salariés qui ont vécu plus de 20 ans dans cette entreprise sur Joué-les-Tours et de se retrouver dans une proposition qui va les emmener très loin de leur lieu de vie ou qui ont déjà vécu des premières restructurations, qui ont déjà ou déménagé ou qui font déjà des mouvements importants. Et c'est pas simplement la personne qui est salariée à Michelin qu'il faut voir, c'est aussi l'ensemble de la famille. Donc, si vous voulez, ce que demandent déjà comme première chose les salariés, c'est d'avoir une connaissance plus approfondie de ce qu'est la véritable stratégie de l'entreprise. Quel est l'objectif que l'entreprise se donne et pourquoi n'ont-ils pas été associés à ces réflexions en amont pour savoir quelle était la projection que faisait l'entreprise dans ce domaine. Et d'autre part, s'il doit y avoir plan de réduction de l'activité sur Joué, que les plans qui soient proposés soit à équivalence de ce qui s'est passé dans des années antérieures. Or, les premières propositions qui leur ont été présentées sont très en dessous des négociations. On ne peut pas accepter cela. Et Philippe Marini vous approuve sur le plateau? C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Vous savez, vous aviez l'air d'approuver Marie-France Beaufils, elle est toujours dans la logique. Non, mais elle est toujours. Elle a tout le temps nécessaire pour expliquer qu'elle est dans la logique de la lutte des classes. De la lutte des classes. Bon, moi, je considère que ce ne sont pas les salariés qui décident de la stratégie des entreprises, que ce sont leurs conseils d'administration et leurs actionnaires en fonction de l'intérêt de l'entreprise. Et une entreprise qui fait du profit, c'est une entreprise qui peut faire des investissements, qui peut se développer. Et alors, aller toujours pleurer, n'est-ce pas, avec les partenaires sociaux, se mettre au milieu des relations au sein de l'entreprise, c'est diffuser de l'illusion, c'est vendre de l'illusion à très bas prix. Et à mon avis, c'est vraiment tout le contraire de ce que l'on doit faire quand on a à promouvoir le développement des entreprises. Surtout, ne pas se mettre au milieu entre les salariés et le patronat. On a entendu vos arguments à tous les deux. On arrive au terme de cette émission, je suis désolée. On a entendu vos deux arguments. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Sauf que pensons quand même que si on rémunère plus les actionnaires, c'est parce qu'on est dans un cadre de développement. On ne peut pas
dire on rémunère plus les actionnaires et on fait supporter aux salariés une réduction des effectifs dans l'entreprise. Merci Marie-France Beaufils, merci à tous d'être venus sur notre plateau et très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.